Le groupe Bordeaux-Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites 33 consacré au rayon X, mais pas seulement, radiothérapie, radioprotection, autant de thèmes que nous allons aborder dans cette émission. Mais tout de suite, direction l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Nous sommes donc ici à Bordeaux, dans les locaux de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. En quelques mots, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que l'ASN ? L'autorité de sûreté nucléaire, c'est une administration qui assure au nom de l'État le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, le public, les patients et également l'environnement contre les risques liés au rayonnement ionisant. L'ASN, c'est une entité administrative qui est indépendante du gouvernement et qui rend compte de son action au Parlement. Et alors, quelles sont les différentes missions que vous avez ici ? Alors ici, nous avons des inspecteurs de la radioprotection et leur mission consiste tout d'abord à autoriser les établissements qui veulent exercer des activités nucléaires. Donc pour cela, ils analysent des dossiers soumis par les établissements pour vérifier que l'organisation sera appropriée. Et ensuite, l'ASN délivre une autorisation, par exemple, de traiter le cancer par les rayonnements ionisants ou d'avoir un scanner. Dans un deuxième temps, les inspecteurs vont réaliser des inspections, c'est-à-dire ils vont sur les sites, ils prennent toute une journée et ils vérifient entièrement l'organisation, le respect de toutes les règles applicables pour protéger les travailleurs et les patients contre les risques des rayonnements ionisants. Les inspecteurs sont également en charge de se tenir au courant de l'actualité des sites qu'ils contrôlent et notamment dès qu'il y a des événements un peu indésirables, des non-respects de procédures, des choses qui ne se sont pas très bien passées, eh bien l'établissement doit déclarer à l'ASN un événement significatif et les inspecteurs font une analyse approfondie de ces événements afin qu'ils ne se reproduisent plus à l'avenir. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe une inspection ? Alors une inspection, ça mobilise 2 inspecteurs pendant toute une journée. L'intérêt d'être à 2 inspecteurs, ça permet d'avoir un regard plus objectif sur l'établissement. Les inspecteurs préparent cette inspection très sérieusement au bureau avant d'y aller. Ils étudient tous les dossiers relatifs à l'établissement, ils préparent leurs questions. Parfois, ils demandent à l'avance des documents qu'ils vont pouvoir analyser et ils se préparent comme ça un ordre du jour très détaillé. Ensuite, le jour J, ils vont en inspection sur l'établissement. Ils rencontrent tous les professionnels qui sont en lien avec les rayonnements ionisants. Ils vont poser leurs questions, ils vont vérifier des documents, ils vont aller voir comment se passent certaines étapes des traitements. Et leur but, c'est de repérer s'il y a des faiblesses dans l'organisation qui pourraient induire des risques, soit pour les patients, soit pour les travailleurs. La radioprotection consiste à protéger le personnel de ce que peuvent être les rayonnements ionisants utilisés à des fins médicales, que ce soit en scanographie ou en radiologie, mais aussi en radiothérapie et en médecine nucléaire. Alors la protection des salariés, ça passe par plusieurs étapes. D'abord en amont, on va étudier les appareils utilisés, les locaux utilisés, afin de diminuer l'impact des rayonnements sur les salariés. On va également essayer d'informer les salariés sur ce que sont les rayonnements, sur les méthodes mises à leur disposition pour s'en protéger ou pour les surveiller, parce que nous sommes surveillés au quotidien. Tous les salariés portent des dosimètres comme celui que je porte ou d'autres qui sont électroniques. Et il convient d'informer les salariés sur ce type de matériel, sur son utilisation et sur les résultats qu'ils peuvent donner. Le dosimètre, c'est ce petit appareil qui sert à mesurer les doses de radioactivité que le personnel va recevoir tout au long de sa journée de travail. Ça nous sert effectivement à pouvoir éventuellement mener des actions correctives, mais surtout à essayer, dans une démarche d'amélioration, à diminuer ces doses reçues par le personnel le plus possible et de toute façon à les maintenir en dessous des niveaux de doses réglementaires, sachant qu'on est toujours en dessous de ces niveaux de doses réglementaires, mais on essaie d'améliorer encore le niveau d'exposition des salariés. Concernant la radioprotection des patients, ce sont des personnes spécialisées en radiophysique médicale,
PSRPN comme on les appelle, qui interviennent. Elles travaillent sur la dosimétrie des rayonnements appliqués directement aux patients, mais aussi sur la qualité de l'administration de la dose, que ce soit en traitement ou en imagerie. Docteur Valli, on vient donc d'aborder les rayons X, mais il n'y a pas que les rayons X, il y en a d'autres. Il y a notamment les rayonnements gamma. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, en effet, les rayonnements gamma, c'est les rayonnements que nous utilisons en médecine nucléaire préférentiellement, et en particulier dans l'exploration cardiaque. Et alors, quel type d'examens peuvent être proposés en médecine nucléaire pour l'exploration cardiaque? Mais il y a plusieurs types d'examens qui peuvent être proposés, mais le plus fréquemment utilisé actuellement, c'est la scintigraphie myocardique, qui est un examen non invasif, fonctionnel, qui va permettre en fait d'explorer la perfusion myocardique et en particulier d'identifier les sténoses avec un retentissement fonctionnel au niveau des coronaires. Et alors à qui est-ce que ça s'adresse, cet examen? Alors cet examen s'adresse à des patients qui sont coronariens connus, mais également à des patients qui sont non coronariens connus, en particulier lorsqu'ils présentent de multiples facteurs de risque, lorsqu'ils présentent également, associés ou non, des douleurs thoraciques atypiques ou un essoufflement particulier. Et à ce moment-là, le cardiologue va être amené à prescrire ou non cet examen. Alors, avant de parler de la performance, ce que je voudrais dire également, c'est qu'il peut s'adresser aux patients coronariens connus pour apprécier en fait l'efficacité du traitement, efficacité du traitement médical, mais également efficacité de la revascularisation lorsqu'ils ont bénéficié d'une revascularisation telle que la mise en place de stents ou lorsqu'ils ont bénéficié de pontage, lorsqu'on est à distance de la mise en place de ces pontages. Donc les patients coronariens et les patients non coronariens peuvent bénéficier de cet examen. Les performances, puisque vous me posiez cette question, sont excellentes, ou du moins très bonnes. Je vais prêcher pour ma paroisse, puisque la sensibilité de l'examen est de l'ordre de 80-90% pour diagnostiquer ces sténoses avec retentissement fonctionnel. Et par ailleurs, ça a une valeur pronostique excellente, puisque lorsque l'examen est normal, le risque d'événement dans l'année est de moins de 1%. On rejoint la population générale. A contrario, lorsque en fait l'examen est anormal, le risque d'événements coronariens dans l'année va être de plus en plus important lorsque les anomalies en fait sont marquées. Donc voilà. Est-ce que c'est un examen qui est facilement accessible ? Alors oui, en fait, c'est vrai qu'il était entaché par la notion qu'il était difficilement accessible, que les délais de rendez-vous étaient longs. Mais en fait, c'est faux, on peut s'arranger actuellement pour avoir un délai de rendez-vous dans la semaine. Et quand on a besoin de cet examen, en particulier dans le cadre d'un bilan préopératoire pour un patient, on peut l'avoir du jour pour le lendemain. Donc il n'y a pas de souci d'accessibilité actuellement sur la scintigraphie myocardique. Ne cherchez pas, il est l'unique exemplaire de la région. Lui, c'est le CyberKnife, un appareil de radiothérapie stéréotaxique corps entier. Il en existe seulement 7 en France. Sa particularité, être capable de suivre la cible en temps réel, quelle que soit sa localisation dans l'organisme. Concrètement, voilà comment cet appareil fonctionne. Vous étiez habitué aux robots dans l'industrie automobile qui assurent une précision dans la reproduction de leurs gestes avec des soudures qui sont inframillimétriques en précision. C'est des techniques qui ont été développées avec une partie accélératrice miniaturisée qui est au niveau de la tête et un robot qui va permettre justement de suivre la cible dans l'organisme et grâce à sa précision de délivrer le rayon que l'on veut, à l'endroit que l'on veut. Ce robot n'a aucune contrainte et on est capable de prendre en charge les déplacements dans les 6 axes de l'espace. Vous voyez, grâce à ces articulations, les différents mouvements qui sont possibles. On peut traiter par en dessous avec un lit piédestal qui est capable de monter, ce qui permet absolument un abord de tous côtés de cette lésion.
Pour les radiothérapeutes, c'est un changement de principe puisqu'il n'y a plus d'isocentre. Le mode de prise en charge avec le CyberKnife est totalement différent. C'est des fortes doses par séance, un petit nombre de séances. Donc c'est une révolution. On était limité avant par la sensibilité des cellules cancéreuses et la radiosensibilité des tissus environnants. En délivrant de fortes doses par séance, on s'aperçoit que presque tous les types de cellules cancéreuses deviennent radiosensibles et on peut limiter la dose sur les tissus environnants de manière optimale. Et c'est un des paradigmes de la radiothérapie, augmenter la dose délivrée sur le tissu tumoral tout en limitant l'exposition aux tissus environnants. Tous les patients ne peuvent pas être traités avec le CyberKnife. Leurs dossiers médicaux doivent d'abord passer devant une commission qui décidera ou non de leur éligibilité. On va donc terminer cette émission avec vous, Dr Guichard. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation de la radiothérapie, l'organisation de toute une équipe autour d'un patient? Un traitement radiothérapique se décide dans le bureau du médecin après une réunion de concertation pluridisciplinaire où participent nos confrères, chirurgiens, anapathes, radiologues. Mais il est évident que le traitement pratique radiothérapique est un travail d'équipe qui nécessite une phase de dosimétrie où le travail du physicien est capital. Il peut se faire aider de dosimétristes. Il nécessite ensuite, pour les répétitions quotidiennes des séances de radiothérapie, un travail au quotidien des manipulateurs avec le patient et le médecin qu'il rencontre environ une fois par semaine. Nous sommes ici dans une salle de traitement standard. La qualité d'un traitement passe d'abord par un repositionnement grâce au laser, grâce au système d'imagerie embarqué. Le traitement par lui-même est piloté depuis le poste de commande que vous avez pu voir. Bien évidemment, personne ne reste dans la salle de traitement pendant le traitement. C'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT33. Au programme, un best-of de tous vos numéros de DIT33, ce sera à voir dans 15 jours. DIT33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine.